C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir à cette émission L'Entretien, un magazine d'information générale de la 2S TV. L'image d'une Afrique pauvre, appauvrie diront certains, une Afrique avec ses populations vivant dans une précarité aux conséquences insupportables, eh bien cette image, l'image de cette Afrique-là, pourrait peut-être s'estomper et disparaître à jamais, qui sait, mais ceci par l'adoption d'une politique de révolution industrielle et minière. En tout cas, c'est l'avis de notre invité et le sujet aussi du livre qu'il a écrit. Notre invité que je vous présente tout de suite, il s'appelle Cheikh Cissé, il est docteur et ingénieur en propulsion aéronautique en service à la compagnie Boeing aux États-Unis. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Sadekan, c'est un plaisir d'être là sur le plateau. D'abord pour parler de mon livre, parce que ça traite des questions très importantes, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, sur la révolution industrielle, la révolution minière, que je pense que ce sont les meilleures solutions pour développer l'Afrique. C'est aussi un plaisir de partager le plateau avec vous. Sadekan, le doyen, figure emblématique de la télévision sénégalaise. L'expérience est là, le savoir est là et surtout la disponibilité et l'humilité. Donc merci pour cette invitation. Moi je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir envoyé ce livre qui vient de sortir. Absolument. 2024, donc pour une révolution industrielle et minière en Afrique. Je disais dans la présentation donc, que vous êtes ingénieur en service à la compagnie bien connue Boeing. Alors vous êtes l'auteur d'un brevet d'invention qui porte sur comment optimiser des moteurs d'avion. Alors, quel est le sort de ce brevet? Oui, absolument. Donc, c'est un brevet qui a été déposé en décembre 2023. Vous savez, les moteurs d'avion, c'est vraiment complexe. Donc, il y a beaucoup de composants. On essaie à chaque fois de réduire le poids du moteur et d'optimiser la performance tout en assurant la sûreté, par exemple. En cas d'attaque d'oiseaux, quand il y a des glaçons dans l'air qui entrent dans le moteur. Donc notre brevet d'invention ça portait sur ça. Comment garantir une meilleure performance du flux d'air qui entre dans le moteur, tout en garantissant que si par exemple le moteur entre en contact avec un oiseau lors de l'atterrissage ou lors du décollage, ou bien s'il y a des glaçons qui entrent dans le moteur en cours de vol, il y a des composants qu'on appelle Guided Vanes, IGV en anglais. Donc derrière cette lame-là, cette sorte de gros ventilateur, il y a des composants qui sont là-bas et qui ne sont pas faits de matériaux aussi durs que ceux des lames, n'est-ce pas, comment dirais-je, du moteur. Donc l'idéal c'était de créer de nouveaux matériaux, utiliser de nouveaux matériaux, particulièrement les composites, mais aussi les renforcer avec une partie métallique sur une fine couche de métal, n'est-ce pas? Ce qui va garantir que ces composants-là seront beaucoup plus résistants par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Alors, je vous ai posé cette question parce que ça nous met en plein dans le sujet, l'utilisation des minerais. On sait les minerais dont le sous-sol africain regorge entrent dans toutes ces technologies-là, leur fabrication. Et puis, il y a aussi savoir que vous êtes quand même un pur produit de l'école sénégalaise, il faut le dire. Vous avez même été lauréat du concours général, vous avez une formation en France, aussi dans les pays du Moyen-Orient, en Chine je pense aussi, non? En Asie, oui, en Asie, Corée voilà, du Sud. Corée du Sud, voilà. Et puis aux États-Unis, où vous êtes depuis quelques années maintenant à Boeing. Voilà, donc merci pour cette belle présentation. Donc, comme vous l'avez dit, je suis un produit de l'école sénégalaise. J'ai été formé au lycée Seydina Limamou Moulaye, j'ai fait la série S1 là-bas. Ensuite, j'ai eu une bourse d'excellence et j'étais parti en France pour faire, n'est-ce pas, un cursus en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, à la suite de laquelle j'ai intégré l'école nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, où je suis sorti avec le titre d'ingénieur civil des mines. Donc j'hésitais vraiment entre les mines ou la mécanique, l'aéronautique, parce que j'ai toujours aimé les avions. Donc finalement, j'ai décidé de faire la mécanique. Et pour ces raisons, j'étais parti en Corée du Sud, en programme d'échange. Ce qui m'a permis de faire la transition vers la mécanique. Et puis plus tard, voilà, comme vous l'avez dit, je suis parti au Moyen-Orient, j'ai fait un doctorat là-bas.
Ensuite, à l'école des mines du Colorado, qui est vraiment le lieu indiqué pour les mines. Oui, vous êtes, oui, bien sûr. Donc oui. j'ai eu à côtoyer pas mal de professeurs avec qui j'ai discuté, ce qui m'a permis, n'est-ce pas, d'avoir envie d'écrire ce livre, Oui. parce que j'ai vu deux pays avec des modèles de développement différents. C'est-à-dire que à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis, ils ont un modèle de développement basé sur les ressources naturelles, oui. Le pétrole et le gaz. Ils n'ont que le pétrole et le gaz, oui. Rien de plus, quasiment. Et puis il y a un autre modèle, celui de la Corée du Sud, un pays sans beaucoup de ressources, mais dont le développement a été basé sur l'industrie. Donc vous voyez que les choses, voilà, les choses se rencontrent en quelque sorte. Très bien. Donc j'ai pu observer ces deux modèles de développement et je les ai comparés à l'Afrique. Couplé avec ma formation, donc j'ai décidé d'écrire ce livre. Voilà, le livre, alors la situation c'est que vous, en le lisant, vous montrez comment le sous-sol africain, on le sait, regorge de minerais, mais le secteur minier africain, ce potentiel, il est mal connu. Il est mal connu quand même, peut-être qu'il n'est pas pris en considération. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez écrit ce livre, pour mieux le faire connaître. Absolument. Et surtout toutes les potentialités que ça offre. Absolument, parce que l'Afrique est vraiment un continent, je dirais même le continent le plus riche en ressources minières, ou je dirais même minérales de façon générale, si on inclut le pétrole et le gaz. Mais cette potentialité-là n'est pas très connue du grand public. Il n'y a que les entreprises minières qui sont au courant, et d'ailleurs ils en profitent même pour se faire des mannes financières. Donc, de façon générale, l'Afrique a parfois des réserves qui vont aller jusqu'à 87%, par exemple, pour ce qu'on appelle le platine ou le palladium, 80% pour le diamant, 46% des réserves mondiales de manganèse, 44% pour le cobalt, 26% pour l'uranium et 14% pour l'or. Malgré tout le bruit qui entoure l'or, l'Afrique n'en a que 14%. Oui. Donc, et d'autres minerais, spécialement pour la transition énergétique et dont nous parlerons certainement plus tard. Justement, cette richesse de l'Afrique enfouie dans le sous-sol, elle est diverse, comme vous montrez, variée aussi. Alors, vous allez nous expliquer un peu. D'abord, il y a les métaux précieux, comme l'or. Voilà. Hein? Dans la sous-région, on sait que le Sénégal, bon, exploite beaucoup cela. Voilà. Il y a, comme l'or, peut-être l'argent, c'est les plus connus, quoi. Exactement. L'or, c'est vraiment, je dirais, le minerai le plus connu. Hein. Oui. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui rapporte le plus. Oui. Par exemple, je dirais 60% des revenus miniers en Afrique viennent de l'or, quasiment. Oui. Alors qu'on a beaucoup d'uranium, on a beaucoup d'autres minerais, parce que c'est aussi une question d'offre et de demande. C'est cela. Mais je pense que les tendances vont se renverser, parce qu'avec la transition énergétique et la fabrication de voitures électriques, on note une demande croissante pour tout ce qui est cuivre, cobalt, lithium, graphite, qui sont fortement utilisés dans les batteries de ces voitures. Oui. Rien qu'entre 2022 et 2023, les investissements pour le cuivre et pour le graphite ont grimpé de plus de 20%. Pour vous dire à quel point on est en train de faire cette transition où l'or ne sera plus, n'est-ce pas, le minerai dominant. Oui, l'or quoi, on dit que c'est une valeur refuge, mais c'est juste ça. Les autres minerais quand même entrent dans la fabrication, dans la manufacture de l'électronique par exemple, tous ces appareils-là. Absolument. Et je pense que c'est ça. Parce que l'or peut-être c'est une valeur refuge comme vous l'avez dit, on l'utilise au niveau des banques, on l'utilise dans les joailleries et pas mal d'applications, mais aussi dans le domaine industriel, même aussi dans les circuits électroniques, il y a aussi de l'or. Mais il y a d'autres minerais qui sont plus utilisés. Je dirais par exemple le cuivre ou le fer, n'est-ce pas, ou même l'aluminium, sont fortement utilisés dans le secteur automobile et dans le secteur industriel. Oui, les minerais industriels. Voilà. Vous les citez aussi, les métaux précieux comme l'or, les minerais industriels. Et ce qui est marrant, c'est que ce mot-là peut être trompeur, parce que quand on entend minerais industriels, on pense aux métaux, alors que ça fait plus référence à, n'est-ce pas, à part l'uranium, ça fait plus référence au gravat, le phosphate, ce genre de choses, parce qu'ils ont pas mal d'applications industrielles. Oui. Absolument. Oui. Et puis il y a les combustibles solides aussi. Voilà, il y a les combustibles solides comme le charbon, n'est-ce pas, le schiste, ou d'autres combustibles qu'on peut utiliser pour alimenter et obtenir de l'énergie. Alors, vous indiquez, j'ai envie de lire ça tout de suite, à la page 63, le Sénégal. Le sous-sol sénégalais, vous dites, regorge d'autres variétés minérales comme le fer, le cuivre,
la tourbe, le chrome, le granit, les sables lourds, zircon, rutile, les sables extra silicieux de verrerie, le sel-gemme ou la terre à diatomée. Le potentiel minier du pays est cependant largement sous-exploité, vous écrivez, et le secteur y est régi par le code minier d'octobre 2016. Et vous précisez ensuite que le secteur minier sénégalais représente plus de 30% de ses exportations, plus de 60% des revenus miniers proviennent de l'or. Absolument. On exploite surtout de l'or au Sénégal. Absolument. Je pense que l'or, c'est vraiment le minerai le mieux réparti en Afrique de l'Ouest et dans le monde d'ailleurs, hein, comparé à d'autres minéraux comme le platine, disons, ou comme le cobalt. Par exemple, le Congo a 70% des réserves mondiales, n'est-ce pas, de cobalt. L'Afrique du Sud a parfois des réserves supérieures à 80% pour, par exemple, tout ce qui est palladium ou platine. Alors que l'or, c'est vraiment réparti dans presque tous les continents. Et au Sénégal, il n'y a pas d'exception. Voilà. L'or, c'est vraiment le minerai dominant dans les revenus miniers et dans l'exploitation. Malgré le fait qu'il y a, par exemple, le zircon, n'est-ce pas, sur la Grande Côte qui est en train d'être exploité, l'ilménite, n'est-ce pas, le rutile, le coxène et d'autres, ce qu'on appelle les sables minéraux lourds. C'est cela. Alors, et vous notez aussi, là j'ai envie de lire aussi, sur cette même page, que les exportations minières du Sénégal partent principalement vers les Émirats Arabes Unis. 26%, l'Australie, 18%, Porto Rico, 20%, la Suisse, 10%, la Norvège, la France et la Norvège ont mainmise sur le zircon et les sables titanifères. L'Inde s'approprie la quasi-totalité des phosphates et de l'acide phosphorique, tout comme la France a la mainmise sur l'uranium du Niger. Absolument, c'est ça. Et d'ailleurs, même j'ai dit dans le livre que c'est le zircon sénégalais et l'uranium du Niger et de la Namibie qui fait tourner partiellement, en tout cas en grande partie, les centrales nucléaires de la France. Sur les 88 000 tonnes d'uranium utilisées par la France sur les 10 dernières années, 40% venaient de la Namibie et du Niger. Les pays de l'Union européenne, le quart de l'uranium qui est utilisé dans ces pays-là provient aussi de ces deux pays-là, c'est-à-dire le Niger et la Namibie. Pendant ce temps, le Niger, qui est le pays producteur, il n'y a que 15% de la population qui ont un accès garanti à l'électricité. Et encore, il y a des délestages. Et si on regarde par exemple l'exploitation de cet uranium au Niger, l'entreprise française qui l'exploitait, Orano, c'est-à-dire l'ex-Areva, ses revenus en 2021 et 2022 faisaient le double du budget de l'État du Niger. Pendant ce temps, l'État du Niger est en train de chercher des ressources, n'est-ce pas, financières pour lutter contre le djihadisme ou assurer le minimum vital à sa population. Alors on verra tout à l'heure que c'est le thème de l'émission. Vous prenez une révolution industrielle et minière pour sortir l'Afrique de la pauvreté, de l'ornière. Mais le cas du Niger, par exemple, ils ont l'uranium, mais ils sont obligés de vendre. Parce qu'on comprend sur votre proposition que plutôt que de vendre, il faut transformer ces produits. Et voilà. Mais est-ce que c'est toujours possible? Par exemple, prenons l'exemple de l'uranium produit par le Niger. Voilà. Et là, je vais même faire une étude comparative. Je pense que, vous l'avez bien dit, l'industrie minière, c'est vraiment une industrie budgétivore. Ce sont des projets, chaque phase de la prospection à l'exploration, à l'exploitation, ça coûte vraiment des milliards de dollars. Parfois, il faut l'intervention de plusieurs banques, voire de plusieurs pays, pour qu'un projet minier puisse aboutir. Donc on comprend parfaitement que les pays africains, avec leurs faibles revenus étatiques, ne peuvent pas financer à eux seuls certains projets miniers. Donc ils sont obligés de faire appel à l'expertise internationale. Ça, on n'en disconvient pas. Cependant, dans les contrats miniers, on peut inclure des clauses qui vont demander ou exiger à ce que l'entreprise transforme localement les minerais. Et c'est exactement ce qui se passe au Maroc, par exemple. Le Maroc a aussi du cobalt, comme le Congo. Le Congo produit 70% du cobalt mondial. Le Maroc produit beaucoup moins que le Congo. Mais quand les entreprises coréennes, LG Chemical et une entreprise chinoise sont venues pour exploiter, le Maroc a dit il n'y a pas de problème. On va vous donner le permis, mais à une condition. Vous allez transformer localement les minerais de cobalt. Vous allez créer des usines éventuellement pour produire des éléments pour les batteries.
Et c'est ça qui va créer de l'emploi, par exemple. Voilà. Donc ce qu'il faut éviter, c'est vendre pour que ça parte seulement. Absolument. Voilà, donc il faut exiger que l'entreprise qui exploite crée des unités de transformation. Et d'ailleurs, je pourrais même donner l'exemple du Kazakhstan, qui est aussi un grand pays producteur d'uranium. Ils ont créé une société nationale depuis maintenant, je pense depuis 1997, ça fait 27 ans maintenant. Et cette société, ça s'appelle le Kazaprom. Et c'est cette société qui exploite et qui transforme l'uranium du pays avant de l'exporter. Bien sûr, ils font parfois appel à Orano ou Areva, comme vous l'appelez, mais c'est juste pour des contrats techniques, pour les aider, n'est-ce pas, à faire le support technique. Oui. Et cette entreprise-là a généré en 2023 1300 milliards de dollars. C'est-à-dire que ce qu'ils ont généré, rien que pour cette entreprise, c'est supérieur au budget du Sénégal. Et c'est ça un exemple de ce qu'on appelle la domestication des ressources. Mais ça demande quand même qu'il y ait une gestion, n'est-ce pas, sérieuse de ces sociétés nationales, contrairement à ce qui s'est passé dans les industries chimiques du Sénégal, par exemple. D'accord, on en parlera plus tard d'ailleurs. L'exemple de ces fleurons qui ont disparu, une déception, on en parlera. Alors, par exemple, l'exploitation, d'abord, il faut explorer, trouver, exploiter, mais alors il y a des délais. Alors comment se fait-il? Les délais sont plus longs dans les pays développés et prennent moins de temps dans les pays comme les nôtres du Sud. Alors pourquoi? Est-ce que le permis, ça veut dire que les permis sont donnés facilement dans nos pays et que dans les autres pays ça prend du temps, d'après ce que j'ai compris? Exactement. Donc, alors c'est de la légèreté, pourquoi? Comment ça se fait? Absolument. Donc d'une part il y a de la légèreté, d'autre part aussi il y a les aléas de la nature ou les différences en matière de géographie. Par exemple, les pays d'Afrique de l'Ouest sont souvent une géographie plane, il n'y a pas beaucoup le climat est clément, comme on dit. C'est pas comme en Russie où ça neige, c'est pas comme, n'est-ce pas, au Brésil où il y a l'Amazonie. Mais en plus de cela, il y a aussi une certaine légèreté dans l'attribution, n'est-ce pas, de ces permis d'exploitation. Parfois même, on bâcle l'étude environnementale, l'étude sociale, ce qui fait que les populations ne ressentent pas vraiment les retombées. Et ils subissent aussi la pollution, parce que l'étude environnementale n'est pas correctement faite, ce qui fait qu'on va leur dire que ok, c'est bon, on peut exploiter alors qu'on ne peut pas. Et là, j'ai même donné un exemple avec les ICS, avec Socosim. Oui, le ciment. Absolument, le ciment et tout. Si vous allez vers Mboro, il y a des populations, il y a pas mal de maladies là-bas. Des malformations à la naissance. Aussi par les ICS. Exactement. Il y a aussi des décès néonataux, il y a pas mal de maladies respiratoires. Et ça, c'est vraiment passé sous silence par les médias, on n'en parle pas beaucoup. Donc tenir compte de l'environnement. Absolument. La santé des communautés qui vivent sur ces zones. Voilà, et je pense même que dans certains cas, il serait préférable de ne pas exploiter, juste pour des raisons purement environnementales. Absolument. Mais en Afrique, souvent, on a tendance à bâcler les choses, parce que le gouvernement, peut-être, il y a des pots de vin, ou il y a des commissions qui sont données. Donc, on se précipite un peu pour attribuer ces ressources, alors que les contrats doivent être étudiés de façon transparente, avec débat public, à l'Assemblée nationale, on convoque les élus locaux, la société civile. Et d'ailleurs, je suggère même que les ministères de l'Environnement doivent participer à l'étude avant la signature du contrat. Le ministère de l'Environnement doit donner son avis. Il peut poser son veto. Bien sûr. Pour dire que non, ce projet-là, on ne doit pas l'exploiter parce que ça va mettre à péril la population. Oui. Alors, j'ai envie, docteur Chercissé, ce que vous écrivez, vous dites donc que le délai est plus long dans les pays développés que dans les pays du Sud à cause de leur application rigoureuse des lois minières et environnementales. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, sur la durée de 127 projets miniers sur l'or, 70, le cuivre, le nickel, le zinc, l'argent. Alors, vous montrez que les phases de découverte, d'exploitation et d'étude prennent en moyenne 11 ans, presque 10 ans. Et vous dites au Canada, la double réglementation provinciale et fédérale retarde l'octroi de permis, ces permis dont on parle. Alors, et vous indiquez donc les permis, on les donne avec parcimonie dans ces pays, parce qu'on regarde. Voilà, donc dans ces pays, c'est vraiment, on passe en revue tous les aspects, tout ce qui est développement durable. On étudie les moindres détails. On s'assure que, n'est-ce pas, les populations ne seront pas menacées, même l'environnement, même tout ce qui est écosystème.
On s'assure qu'il n'y aura pas de pollution de l'eau, il n'y aura pas de pollution de l'air. On s'assure que même les oiseaux ou les espèces rares ne sont pas menacées. Oui. Alors que par exemple au Sénégal, pour l'exploitation de l'or à Sabodola, les chimpanzés ont été déplacés. Parce que ça se déroule sur une superficie qui est largement supérieure à la région de Dakar. Oui. Presque 900 hectares de terres arables ont été perdus. Et souvent les compensations ne suivent pas, c'est des miettes. Donc ces populations ne bénéficient réellement pas de l'exploitation de leur minerai. D'ailleurs, le département de Saraya fait partie des plus pauvres au Sénégal. Alors que la loi du contenu local dit que 20% des retombées doivent aller vers ces collectivités locales. Oui. Si ces lois-là étaient réellement appliquées, le département de Saraya ou la communauté rurale de Darou Khoudoss serait parmi les plus prospères au Sénégal. Oui. Donc, tenir compte de l'environnement, les retombées environnementales sont importantes. Et vous écrivez d'ailleurs qu'en partie, les délais les plus courts en Afrique, parmi les pays africains étudiés, seul le Ghana a un délai supérieur. Le Ghana à la moyenne mondiale, 15 ans, 15,7. D'autres pays comme la RDC, la Zambie, le Burkina Faso, dites-vous aussi. Voilà, la Côte d'Ivoire c'est 10 ans, le Sénégal en moyenne aussi c'est 10 ans. Hein. Oui. Voilà, c'est dans ces environs-là. Oui. Alors, dites-moi, alors maintenant vous mettez en évidence au début du livre cet adage, tout ce qui ne peut pas être cultivé doit être extrait. Absolument. Ça c'est vraiment un adage qui est utilisé dans l'industrie minière, qui dit que if it can't be ground, it must be mined. C'est une expression anglaise qui veut dire que tout ce qu'on ne peut pas cultiver ou tout ce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, faire pousser, comme ces arbres et tout, ça va forcément venir de l'exploitation minière. C'est pour ça que j'ai dit que l'exploitation minière, c'est le socle même de la civilisation humaine. Tout ce que l'on touche, les téléphones portables, les téléviseurs, les voitures, les avions, tout repose sur l'exploitation minière. C'est cela. Sans exploitation minière, il n'y aurait même pas eu de révolution agraire. Hein. Même ce qu'on fait pousser avec l'agriculture, on a besoin de machines, de tracteurs, de charrues ou d'autres éléments qui proviennent de l'exploitation minière. C'est cela. Malheureusement, c'est méconnu au grand public. Oui. Donc ce minerai et ces mines doivent être extraits, transformés sur place. Hein. Vous insistez pour servir à l'industrialisation. Alors, parce que vous montrez qu'il y a eu des révolutions industrielles. Vous demandez que l'Afrique s'engage dans une révolution industrielle, mais le monde l'a montré, la marche du monde, qui pourrait, ces marches, ces révolutions qui pourraient peut-être inspirer l'Afrique. Alors, et ces révolutions minières, ces révolutions industrielles sont toutes liées à l'exploitation minière. Absolument. Forcément. Le lien sacré. Il y a un lien sacré et séculaire. Entre les mines et l'industrie. C'est d'ailleurs même ce qui fait que dans ce... Attends, peut-être je vais reprendre ça. Absolument, donc il y a un lien sacré et séculaire entre les mines et l'industrie. C'est d'ailleurs même ce qui fait que dans certains pays, vous voyez souvent un ministère de l'industrie et des mines, parce que ça va de pair. L'industrie minière, l'exploitation minière en elle-même, c'est une industrie, mais en parallèle, il y a aussi l'industrie manufacturière, comme la production de biens de consommation, la production de voitures, et ainsi de suite. Mais aussi, il y a une industrie en amont de l'industrie minière qui va permettre d'avoir les machines qu'il faut pour exploiter. Donc, il y a vraiment un cycle entre les deux. C'est cela. C'est comme l'œuf et la poule, en quelque sorte. Oui, oui. Alors, les révolutions industrielles, vous allez nous en parler, docteur Cheikh Cissé. Alors, par exemple, la première, de 1750 à 1850, en Angleterre, basée sur le charbon. Absolument. Voilà. C'est vraiment la première révolution industrielle. Il y en a même qui disent que non, il y a une première révolution, c'est quand l'homme s'est sédentarisé en transformant, n'est-ce pas, des minerais de fer en outils de chasse et d'ustensiles. Mais en tout cas, pour ce qui est de la modernité, la première révolution industrielle, c'est de 1750 à 1850. Et cette révolution qui a pris naissance en Angleterre avant de se propager dans le reste de l'Europe et d'aller outre-Atlantique aux États-Unis, a été fortement influencé, ou je dirais même rendu possible par l'exploitation du charbon. C'est cela. Qui était devenu, n'est-ce pas, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un combustible fossile et qui a été utilisé pour faire tourner les machines, pour faire tourner les usines. Et en parallèle, il y avait la production principalement du fer. Mais le charbon aussi, il y a un dérivé qu'on appelle le coke, ou parfois on appelle même le carbone dans le domaine de l'ingénierie. Parce que si vous prenez
des minerais de fer et vous les mélangez avec du carbone, vous obtenez de l'acier. Et il y a eu une progression, maintenant on ajoute du silicium, on ajoute un peu d'autres éléments, mais à l'origine c'était principalement, n'est-ce pas, on mélange ce dérivé du charbon avec le fer et on obtenait l'acier. Et c'est ça qui a donné, je dirais, l'industrie sidérurgique, oui, c'est-à-dire la production de l'acier, oui, ce qui a permis la création des chemins de fer et d'autres développements qui ont modernisé, n'est-ce pas, les systèmes de transport et qui ont aussi créé beaucoup d'emplois. Alors, deuxième révolution industrielle, Dr Chersissé, alors, elle est survenue là, après la Première Guerre mondiale, avec les nouvelles sources d'énergie, le pétrole, l'électricité. Là aussi, c'est une deuxième révolution. Voilà. À chaque fois, vous remarquez qu'il y a une source d'énergie, oui, et il y a les minerais qui vont être utilisés parce que l'industrie a besoin d'une source d'énergie pour fonctionner, oui, et de matières premières pour produire les biens de consommation. Donc avec cette deuxième révolution industrielle, il y avait le pétrole, oui, et l'électricité avec la machine à dynamo, oui, qui a été utilisée comme deuxième source d'énergie. En plus du charbon qui continue d'être utilisé tout de même. Oui. Et ça a permis aussi avec des inventions, le développement de la médecine, on éradique les maladies. Oui. Il y a eu des inventions comme le téléphone, il y a eu des inventions comme les voitures, oui, et d'autres inventions qui ont permis, n'est-ce pas, de rendre le monde meilleur, je dirais. Oui. Et tout ça a été basé sur l'exploitation de minerais. Et là, on allait au-delà du fer et du charbon. Oui. On commençait à exploiter le cuivre, on commençait à exploiter d'autres minerais. L'usage de l'aluminium commençait à faire son apparition, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Alors arrive la fin de la guerre mondiale, la première, et c'est la troisième révolution industrielle qui surgit. Mais là, avec l'avènement des télécoms, et aussi peut-être la course aux armements, parce que c'était la période de la guerre froide, enfin, voilà, l'armement. Là aussi, on a eu besoin d'utiliser les minerais pour faire de nouvelles technologies. Absolument. Et là, il y avait aussi la course à l'armement, et on commençait à envoyer, n'est-ce pas, des satellites dans l'espace. Oui. C'était vraiment l'ère des télécommunications, n'est-ce pas, et de partage des données. L'industrie commençait à se délocaliser du bout du monde à l'autre. Oui. Et on commençait à voir même le développement de l'Internet, ou plus tard, ça c'est pour la quatrième je dirais même, mais oui, avant cela il y a eu, n'est-ce pas, l'invention du premier ordinateur en 1946, l'ENIAC, aux États-Unis. Donc cette troisième révolution c'était vraiment porté sur tout ce qui est télécommunication, oui, tout ce qui est, n'est-ce pas, outils de partage de données, et qui était aussi utilisé dans le secteur industriel de la manufacture. Oui. Pour, n'est-ce pas, accélérer les choses. On remplace le taylorisme et la standardisation par la robotisation. On voit qu'il y a l'entrée des robots, on remplace les humains par des machines pour augmenter la productivité industrielle, mais aussi gagner en compétitivité.